Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Et je voudrais tout d'abord remercier de tout cœur Monsieur Joseph Borrell, qui, comme vous le savez tous, est le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, et qui est en même temps vice-président de la Commission. Je crois que c'est important de rappeler ces deux titres, et comme on va être probablement amené à parler un tout petit peu d'organisation, je crois que vous êtes, monsieur le haut représentant, monsieur le vice-président, cher Joseph, vous êtes le seul, en fait, à avoir deux pieds, si je puis dire. Alors, vous avez deux pieds, vous avez un œil un tout petit peu fatigué. Je voudrais dire que, vérification faite, vous ne vous êtes pas battu, il n'y a pas eu de duel, ni avec M. Lavrov, ni avec M. Erdogan. Vous venez simplement de subir une petite intervention et je vous remercie encore plus d'être avec nous ce soir. Alors, nous avons d'un accord commun choisi comme thème de cette discussion la Commission européenne est devenue vraiment géopolitique, puisque c'était la déclaration de Ursula von der Leyen qu'elle avait faite juste après sa nomination. Depuis 15 mois se sont écoulés. Vous avez acquis une expérience de cette responsabilité. Je rappelle aussi que vous avez été président du Parlement européen. C'est là que vous avez une énorme expérience européenne et vous avez été naturellement aussi ministre des Affaires étrangères de votre pays avant de rejoindre Bruxelles. Donc, ça fait une très, très vaste expérience. Donc, le débat va tourner autour de cette question. Et juste pour finir cette brève introduction, je voudrais tout de même rappeler que votre mandat depuis 15 mois était extrêmement tourmenté, puisque vous êtes venu à peu près presque au moment du début de la pandémie. D'ailleurs, la Commission vient de publier sous votre signature ce livre que je montre, qui est intitulé, moi je l'ai en anglais, mais il existe sans doute aussi en français, European Foreign Policy in Times of COVID-19. Et en plus, il y a eu quelques jolis incidents qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il y a eu votre visite à Moscou, précisément, votre rencontre avec M. Lavrov. Et il y a un incident où vous n'étiez pas présent, qui vient de se produire, qui est tout de même assez grave, que c'est plus qu'un simple incident de protocole. Et si vous me permettez de le dire en souriant, Madame Ursula von der Leyen occupait votre place, puisque le ministre des Affaires étrangères turc étant à la gauche du tandem Erdogan-Charles Michel, à droite, c'était votre place en réalité, puisque vous étiez, du point de vue protocolaire, l'homologue du ministre turc. Et tout ça quand même assez grave, on sera certainement aussi amené à en parler. Alors voilà, devrais-je encore ajouter que chaque pays de l'Union européenne revendique en réalité sa propre souveraineté en matière de politique étrangère et de sécurité, d'où il résulte tout de même beaucoup de cacophonie. Dans cet univers, permettez-moi de vous dire que vous en tirez, puisque vous avez rappelé que nous avons quelques liens assez anciens, je trouve que vous allez tirer avec panache, avec tout à fait remarquablement. Il n'empêche que vous avez des pouvoirs qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qui existent et qui sont tout de même assez limités. Voilà. Donc, je vais vous demander donc, de commencer pendant une dizaine de minutes peut-être de nous dire un petit peu quelles sont les principales leçons que vous tirez de cette expérience des 15 derniers mois. Et puis ensuite, nous avons convenu de diviser le temps en quatre morceaux, en quatre petites séances. La première concernera justement la Russie et le voisinage de l'Est de l'Union européenne. Et le sujet sera introduit, les questions seront posées par Tatiana Kastoeva-Jean, qui est la directrice du centre Russie-NUI de l'IFRI, qui est à ma gauche. Je ne sais pas si vous la vous devez la voir normalement, vous levez la main, Tatiana. Et puis ensuite, nous aborderons le sujet de l'autonomie stratégique
avec Claude-France Arnoux, qui est assise à ma droite, qui a terminé récemment sa carrière diplomatique au ministère des Affaires étrangères français. Elle était ambassadeur ou ambassadrice de France à Bruxelles, et elle connaît extrêmement bien, une des grandes connaisseuses en France de ces questions de politique de sécurité, particulièrement européenne. Le troisième sujet sera introduit par Laurence Nardon, qui est la responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et il portera évidemment sur la relation transatlantique. Et puis nous terminerons, en principe pendant une demi-heure, si nous parvenons à bien tenir l'horaire, par un certain nombre de questions qui seront posées par les participants à cette réunion. Et je leur rappelle qu'ils peuvent poser les questions par écrit. D'ailleurs, non seulement ils le peuvent, mais j'ai envie de dire ils le doivent. Et Thomas Gomard, qui est le directeur de l'IFRI, qui vient de faire un geste de la main, sera le modérateur de cette séquence qui durera en principe environ une demi-heure. Donc voilà pour cette introduction, et maintenant nous vous écoutons tous avec plaisir et respect. J'espère que surtout avec du plaisir, comme moi je l'ai, de profiter de l'occasion, cher ami, cher professeur de Montbrial, pour à nouveau discuter avec vous. Merci pour votre invitation. Je connais les travaux de l'IFRI de longue date et je les ai suivis pendant des années avec beaucoup d'attention. Vous me posez la question, je vais essayer d'être aussi libre parleur que possible. Vous me posez la question de est-ce que la Commission européenne est vraiment géopolitique? Mais qu'est-ce que ça veut dire, géopolitique? Qu'est-ce qu'on entend par ces mots? Un mot qui est très utilisé, à mon avis, elle est même galvaudée et il est souvent employé dans des sens très différents. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut être géopolitique? Moi, je ne savais pas, si vous allez chercher le dictionnaire et j'ai vu la définition du géographe français Lacoste qui disait géopolitique, ça veut dire la rivalité des pouvoirs pour des territoires. Bon, ben, ce n'est pas dans ce sens-là, n'est-ce pas, que la Commission européenne veut devenir géopolitique. Ce n'est pas du tout une question de rivalité pour un territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par géopolitique? Géopolitique, c'est une contraction de géographie politique. C'est les Allemands qui l'ont inventé à la fin du 19e siècle, combiné à des thèses darwiniennes sur l'inégalité des espèces et des espaces vitaux. C'est pour ça peut-être que la géopolitique a tombé en malheur après la Deuxième Guerre mondiale. Il a réapparu à la fin des années 80. C'est vous, les Français, qui l'avez redécouverte. Et depuis, on parle de géopolitique pour presque tout. On parle même de la géopolitique de frustration sexuelle ou de la psychanalyse. Mais pour nous, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, ma présidente, la présidente de la commission, d'ailleurs allemande, à qui le mot géopolitique doit lui être familier? C'est sans doute une façon de projeter les travaux de la commission sur le reste du monde et tenir compte de notre action sur les scènes internationales. Parce que l'Union européenne a été construite d'abord pour résoudre les problèmes entre nous, entre les Européens, donc ce n'était pas vers l'extérieur, vers l'intérieur, à un moment où le monde n'était pas encore globalisé, et il était dominé par la guerre froide. Et maintenant, il faut que les travaux de l'Union européenne portent vers le reste du monde et qui tiennent en compte les conséquences internationales de nos politiques. Bien sûr, de ce point de vue-là, la Commission doit être géopolitique, et plus encore que la Commission, c'est l'Union européenne qui doit être géopolitique. Parce qu'après tout, la Commission, c'est une institution qui n'a pas de compétences en politique extérieure, il faut le rappeler de temps en temps, qui n'a pas de compétences en matière de sécurité et défense. Donc,
pour être vraiment géopolitique, c'est l'Union dans son ensemble, la Commission et les États membres qui doivent l'être, tous à la fois, de tenir compte de la dimension extérieure de notre Union. Et oui, pour ça, il faut accroître notre autonomie stratégique, c'est-à-dire notre capacité à décider par et pour nous-mêmes à propos des politiques que nous voulons mener en Europe. Et puis, le Covid est arrivé, et ça a été un événement très géopolitique, parce que ça touche les rapports de force dans le monde. Il a montré l'ampleur des interdépendances à l'échelle globale et la dureté des rapports de force. Rappelez-vous de la diplomatie des masques, maintenant c'est la diplomatie des vaccins. Et tous les échanges de biens et de services sont désormais utilisés comme des armes dans la compétition mondiale. Et c'est ça, pour ça que, comme je disais, que ce n'est pas la Commission, c'est les institutions européennes, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui doit avoir cette approche. Parce que maintenant, c'est pas pour, il ne faut pas régler une confrontation franco-allemande, il faut régler des confrontations à l'échelle globale. Et le COVAX nous a montré à quel point et à quelle manière le monde entier est vulnérable. Les interdépendances sont très fortes et on a besoin de plus de coopération. C'est évident que cette pandémie va changer les équilibres, appelons-le géopolitiques mondiaux. On ne sait pas encore comment. Mais permettez-moi de résumer de façon télégraphique qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de devenir géopolitique. Bon, d'abord, il faut prendre conscience que le monde où nous vivons est complètement différent de celui qu'on avait imaginé à la fin de la guerre froide. Alors là, on avait dit, on va construire une interdépendance positive à travers la coopération économique et le commerce. Et là, les Européens, nous avons été très bons. Et ça va diminuer graduellement la confrontation militaire. Ce n'est pas comme ça qu'on pourrait décrire la situation actuelle. Avec le président Biden faisant face 3 mois après son arrivée à 3 conflits, au début des conflits majeurs avec la Chine, avec la Russie, en Ukraine, avec l'Iran. Donc, il y a de nouveaux champs de conflit. Le cyberespace, c'est un champ de conflit. Le climat, c'est un champ de conflit. Même les ONG et les grandes entreprises internationales sont des acteurs géopolitiques. C'est le retour de la compétition et de la force au-dessus de la norme. Et nous voulions faire un projet basé sur la norme et sur le refus de la force, parce qu'on en a beaucoup trop souffert de l'usage de la force. Mais ça, ce n'est pas si simple. La Chine, la Russie, la Turquie, c'est le retour des empires qui donnent la primauté à la souveraineté des États par-dessus de celle du peuple, de sorte que ces deux idées de la souveraineté se confrontent. Nous le voyons dans la Russie, le Bélarus, la Chine, Hong Kong. La norme démocratique recule dans le monde et dans les instances internationales. Et là, nos positions deviennent minoritaires. Alors, que faire? Quoi faire? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Bon, utiliser les leviers de notre influence. Et tout d'abord, arrêter d'être un peu naïf et de croire que le doux commerce et la défense de l'état de droit sont suffisants. Et il faut continuer, évidemment, à tisser des liens commerciaux et défendre l'état de droit, les droits humains. Mais pas seulement avec la bonne foi des prédicateurs. Nous avons de la puissance, surtout dans les instruments communautaires liés au marché unique. Nous avons de puissance économique et technologique. Attention aux technologies. Nous étions des leaders mondiaux dans certains domaines. Nous sommes en train de ne plus l'être. Et il faut coordonner nos capacités, augmenter nos instruments de défense commerciaux
la faire plus effective, renforcer nos politiques de concurrence, soutenir l'activité économique pour faire face au crack de Covid-19 et développer nos rapports avec nos partenaires étrangers d'une façon basée sur les principes de la réciprocité, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Contrôler les investissements étrangers, il faudra le faire beaucoup plus. Nous sommes très ouverts, je ne dirais pas trop ouverts, mais beaucoup plus ouverts que n'importe qui d'autre. Et il faut contrôler les exportations technologiques sensibles. Il faut utiliser les capacités que les États ont déléguées dans la Commission, dans les institutions communautaires, mais il faut aussi utiliser les capacités des États membres dans les domaines où eux continuent à être les maîtres. La politique climatique, c'est un bon exemple, qui fait de l'Union européenne un sujet géopolitique. On va voir, je me rappelle de nos temps au pétrole, comment les équilibres géopolitiques vont changer à conséquence du changement dans la demande de gaz et du pétrole. Et ça ne va pas être facile de garder l'équilibre. Peut-être qu'on va avoir un shortage de pétrole dans les années à venir à cause que les entreprises anticipent peut-être trop la fin du pétrole. Mais pour la Russie, pour l'Arabie Saoudite, pour l'Algérie, il va y avoir des changements géopolitiques importants. Il faut évidemment aussi renforcer la politique extérieure de sécurité commune. Mais là, ce n'est pas la Commission à le faire. C'est au Conseil, parce que le traité est clair. La politique extérieure et la politique de défense continuent à être des compétences des États membres et on décide à l'unanimité. Vous pouvez imaginer, vous savez bien, la difficulté à 27, avec des cultures stratégiques et des expériences historiques et des héritages culturels aussi différents, à quel point il est difficile de chercher l'unanimité. Donc la complexité est évidente et il faut commencer pour bâtir des cultures stratégiques communes. C'est illusoire, c'est utopique d'avoir une politique étrangère et sécurité commune si on ne partage pas la même vision du monde. Et on ne la partage pas. Entre les Polonais et les Espagnols, le rapport aux États-Unis ne peut pas être le même. Nous avons des histoires trop différentes. Nous avons fait des progrès. Permettez-moi de citer quelques-uns. Nous avons lancé une mission en Méditerranée, renforcé la présence européenne au Sahel. Nous avons étendu l'opération Atalanta, le Corne d'Afrique, déployé un nouveau concept pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Nous avons développé des instruments pour faire face à des cyberattaques. Nous sommes dotés d'un régime global des sanctions en matière de droits humains. On appelle souvent Magnitsky Act. Je n'aime pas les mots, mais c'est un peu comme ça. On l'a utilisé devant de la Russie à propos de l'empoisonnement de Navalny et contre la Chine à propos de la répression des Ouïghours, avec les réactions que vous connaissez. Nous avons mis en place un nouveau fonds de défense européen, sans doute insuffisant, mais enfin, il est là, il faut le développer. Nous sommes en train de développer cette Strategic Compass, une boussole stratégique à laquelle je donne beaucoup d'importance. Pour moi, c'est beaucoup plus important ça que non écrire à nouveau une nouvelle stratégie comme a fait Javier Solana ou comme a fait Madame Mogherini. Il faut analyser les menaces auxquelles les Européens sont soumis pour les comprendre d'une façon commune, ce que j'appelais la culture stratégique commune sans laquelle il n'y aura pas de politique étrangère et de sécurité commune. Nous avons renforcé nos liens avec les grands blocs régionaux, avec l'Union africaine, mais le Covid nous a empêchés d'aller aussi loin que nous aurions voulu. Mais j'ai lancé, et je suis très attaché à ça, un partenariat stratégique avec l'ASEAN en décembre dernier, et nous sommes engagés dans la zone Indo-Pacifique, qui est peut-être le chantier le plus important pour les prochains mois. Et évidemment, l'Amérique latine, trop lointain de l'Europe, trop lointain, bizarre, parce que les Européens ont investi plus en Amérique latine qu'en Russie, Chine, Inde et Japon
ensemble. Et malgré ceci, on n'est pas trop en rapport les uns avec les autres. Nous avons l'accord commercial avec Mercosur qui piétine comme un bon exemple. Enfin, je pourrais continuer, mais je pense que déjà j'ai épuisé mes 10 minutes. Tout simplement saluer que les États-Unis sont de retour. On a, avec l'administration Biden, un rapport radicalement différent de celui que nous avions avec l'administration Trump. Et je suis confiant que ça va augmenter la sécurité et le bien-être dans le monde. Je pourrais parler de le rapport avec la Russie, mais ça, je pense qu'on va en parler plus tard. Oui, oui. Écoutez, merci infiniment pour cette présentation. Je crois qu'une de vos qualités qui a été remarquée dès le début, c'est que vous êtes un réaliste, vous décrivez les choses comme elles sont, mais ça ne vous empêche pas d'avoir quand même une vision et une espérance, ce qui est extrêmement important, je crois, pour l'avenir de l'Union européenne. Alors maintenant, comme nous l'avons annoncé, nous allons aborder la première séquence, donc un quart d'heure par séquence, hein, questions comprises. Et c'est donc, il s'agit donc de la Russie et du voisinage est de l'Union européenne. Et Tatiana Castueva-Jean va vous poser la question, ou plutôt les questions. Tatiana, à vous. Merci beaucoup, M. de Montbrial. Merci, M. Borrell. Je dirige le centre aussi, donc évidemment, c'est sur la Russie que je vais vous poser les questions. La Russie qui vous a beaucoup occupé depuis votre prise de fonction. Et les relations entre ce pays et l'Union européenne ne cessent de se dégrader depuis 2014 avec le nouveau palier qui a été franchi avec l'empoisonnement et l'emprisonnement d'Alexei Navalny que vous avez mentionné déjà et l'expulsion des 3 diplomates européens accusés d'avoir participé à la marche de soutien à Alexei Navalny, et ceci lors de votre visite à Moscou. Et la dégradation est allée loin jusqu'aux déclarations du ministre Lavrov sur la possibilité de rompre avec l'Union européenne, considérée comme partenaire peu fiable. L'Union européenne ne semble pas avoir beaucoup de moyens de faire fléchir la politique étrangère russe, encore moins la politique intérieure. Les sanctions semblent avoir un impact assez mitigé. Dans ces conditions, comment faire évoluer la politique russe de l'Union européenne, basée depuis 2016 sur les 5 principes dits de Mogherini? Comment trouver un équilibre entre la défense de nos intérêts et de nos valeurs, entre aussi les politiques bilatérales de différents pays et la politique commune? Monsieur de Montbrial a dit nous sommes tous en train de défendre nos souverainetés et parfois ça peut entraîner une cacophonie. Ces dilemmes aussi sont au cœur du projet Nord Stream 2, auquel s'ajoutent les tensions sur la sécurité des approvisionnements énergétiques et les impératifs de la politique climatique européenne. Comment voyez-vous l'avenir de ce projet? Enfin, le sujet du Donbass à l'est de l'Ukraine reste évidemment au cœur des problèmes entre la Russie et l'UE. Or, le processus de Minsk semble être dans l'impasse et actuellement, il y a un regain de tension à l'est de l'Ukraine. Comment l'Union européenne anticipe-t-elle ce scénario? Et enfin, l'Europe, un autre sujet sur lequel l'Europe ne parle pas de la même voix, c'est le sujet du vaccin russe, Sputnik V. En Slovaquie, ce vaccin a même entraîné la démission du Premier ministre et on a entendu beaucoup de déclarations fracassantes sur ce vaccin, la roulette russe, le moyen de propagande, le vecteur de déstabilisation et d'influence. Ne devrait-on pas le traiter plutôt comme les autres vaccins, sur le pied d'égalité, pour éviter de géopolitiser le dossier et d'éviter que ce vaccin ne devienne une pompe de discorde entre les pays de l'Union européenne? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, madame. Vous y connaissez beaucoup plus que moi de qu'est-ce que c'est que la Russie. Mais c'est évident, vous l'avez dit, nos rapports se sont beaucoup détériorés depuis 2014, mais surtout récemment à cause de l'affaire Navalny, son emprisonnement, sa tentative d'assassinat. Cet événement, l'expulsion de 3 diplomates au moment de ma visite à Moscou,
Et comme vous dites, la position dure de Lavrov, disant, enfin on connaît Lavrov, hein, c'est son genre, hein, en disant vous n'êtes pas un partenaire fiable. Moi, je ne pense pas que quand on est en visite dans un pays, il faut faire que les conférences de presse conjointes deviennent un combat de catch, non? On n'est pas là pour se battre en face des caméras. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Moi, je ne vais pas répéter ici ce que je lui ai dit à Lavrov, mais c'est vrai, il considère que l'Union européenne, ce n'est pas un interlocuteur, je ne dirais pas fiable, mais convenable pour eux. Il préfère essayer de trouver des rapports bilatéraux avec les États membres et casser l'Union européenne, ce qui est tout à fait logique. C'est logique qu'ils ne veulent pas traiter avec le bloc uni, mais casser l'unité du bloc et chercher à s'entendre avec les Allemands pour les gaz, les uns et les autres pour des questions différentes. Diviser et impera, il n'y a rien de nouveau. Non? Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nos sanctions ont un impact mitigé, c'est clair. C'est important du point de vue symbolique, mais ce n'est pas à coup de sanctions, surtout des sanctions personnelles, qu'on va faire changer cette dynamique-là. Donc, dans ces conditions-là, de quelle manière on peut faire évoluer la politique russe? Comment trouver un équilibre entre le dialogue avec la Russie et la fermeté, compte tenu de son évolution intérieure, de son action internationale? Ça veut dire aussi trouver un équilibre entre la politique de l'Union européenne en tant que telle et les initiatives bilatérales de certains pays, comme celle que le président Macron a lancée en Besançon en 2019. Dans ça, vous dites on est divisé. Oui, on est divisé sur pratiquement tout. Ils n'aspirent pas à parler avec une seule voix. Ils aspirent à qu'on dise à peu près la même chose. Ça ne m'embête pas s'il y a plusieurs voix, mais pourtant, c'est ce que les voix disent. Ils aimeraient avoir un cœur plus ou moins affiné. Et c'est évident que la Russie s'est lancée dans un développement politique intérieur qui casse avec les idées que nous avons de démocratie et de défense des droits humains. Et malheureusement, ce n'est pas à nous, on n'a pas la force de faire de sorte que cette dynamique intérieure russe en devienne une autre. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devions pas mettre la défense pragmatique de nos intérêts et de nos valeurs. D'ailleurs, c'est ça que le traité de l'Union me demande, défendre vos intérêts, enfin les intérêts et les valeurs de l'Union, les deux choses. Et ça demande des équilibres. Un équilibre, vous l'avez cité, c'est le Nord Stream 2. C'est évident qu'il y a une tension entre la sécurité énergétique et les impératifs de la politique climatique. Et c'est évident que les Allemands ne vont pas abandonner ce projet il est en train de se finir. Ils ont investi 16 milliards d'euros. La Commission a dit que ce n'est pas un projet prioritaire. C'est un projet qui n'augmente pas l'autonomie stratégique énergétique de l'Europe, qui, une fois qu'il fonctionne, devra être soumis au règlement européen. Mais je ne vois pas qu'au dernier moment, les Allemands décident d'arrêter ce projet. Il faudra voir quelle est son utilité marginale au fur et à mesure que les importations de gaz russes vont devoir diminuer dans les prochaines années si vraiment on met en place la stratégie des Green Deal. Mais c'est vrai, j'insiste, le problème de fond, c'est que la Russie a choisi de se construire à l'interne en opposition ouverte aux valeurs démocratiques et des droits humains qui fondent l'Union européenne. Et c'est ça le gros problème. Le Nord Stream 2, c'est un outil. Le problème de fond, c'est que la dynamique politique intérieure à la Russie, c'est clairement divergence
de la façon dont nous envisageons qu'on doit bâtir la bonne société. Et quand je suis allé à Moscou pour lui dire à la figure, à Lavrov, ce que vous faites avec Navalny, c'est inacceptable pour nous, ce qu'il fallait faire, je m'attendais bien à que sa réponse soit ce qu'elle a été. Elle montrait la volonté du pouvoir russe à ne pas chercher à établir avec l'Union européenne des relations fructueuses si nous, on met sur la table la question des droits humains. Et nous devons faire face à de multiples opérations de désinformation russe menées en Europe. Il faut faire face à des cyberattaques contre nos infrastructures essentielles. Nous avons commencé à utiliser l'arme des sanctions contre ces cyberattaques. Nous faisons un travail important sur la désinformation d'origine russe en Europe. Lavrov l'a toujours nié. Non, on n'y est pour rien. Nous, qu'est-ce que vous dites des informations? Nous, on ne fait rien. Non, on ne fait rien, mais on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Et l'ingérence, à travers des moyens très puissants d'influencer les consciences dans les processus politiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est évident que la Russie, c'est un pays, c'est un régime qui ne comprend que le langage du rapport de force. Du point de vue économique, la Russie, c'est un nain. Son PIB, c'est à peu près le PIB de l'Italie. Pas beaucoup plus grand que le PIB de l'Espagne, imaginez-vous. Ah, mais c'est une puissance militaire. Au terme nucléaire et même peut-être plus important dans le sens conventionnel du terme militaire. Ils sont prêts à utiliser cette capacité militaire, n'importe où. Actuellement, ils le font en Libye, ils l'ont fait en Libye. Ils sont en train de le faire en Birmanie en étant le régime du coup d'État militaire. Donc la seule façon de faire face à la Russie, c'est de rester ferme et unis et de réagir de façon coopérative entre nous tous. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça a marché. On aurait pu craindre que les États membres se désolidarisent, perdent la solidarité vis-à-vis de positions communes au sujet de l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas, heureusement. C'est vrai, ça n'a pas évolué vers un règlement, comme vous avez dit, mais nous avons réussi à maintenir dans la durée une position commune ferme. Je vous assure, ce n'est pas facile. Peut-être sans mon voyage en Russie, sans la difficile rencontre avec Lavrov, il n'y aurait pas eu unanimité pour prendre des mesures, des sanctions pour le cas Navalny. Peut-être non, j'en suis sûr, il n'y aurait pas eu unanimité. Mais la réaction à cet événement a fait que l'Union a montré une fermeté que je suis bien content d'avoir pu la développer. Maintenant, nous avons des problèmes très importants aux frontières de l'Ukraine qui nous inquiètent. Espérons que ça n'aille pas plus loin. J'ai parlé récemment avec le ministre ukrainien, il me disait oui, faites gaffe parce que personne ne pouvait s'attendre que la Russie prenne un morceau de l'Ukraine par la force, la Crimée. Donc il faut être attentif. Mais en même temps, la Russie, c'est un grand voisin, c'est un de nos fournisseurs très importants, le gaz. C'est un débouché significant pour nos entreprises. Il y a clairement une dépendance énergétique, il ne faut pas la nier. La Russie est un partenaire indispensable de l'Union pour la stabilité régionale, pour des dossiers globaux, la prolifération nucléaire par rapport à l'Iran et pour les changements climatiques, pour ne pas parler de l'Arctique. Donc, il faut trouver un équilibre. Ce n'est pas dans notre intérêt de pousser à la constitution d'un bloc hostile à l'Union formé par la Russie et la Chine. La Russie penche de plus en plus vers la Chine. Vous le faites sans doute avec les entreprises européennes qui travaillent en Russie, ils vous diront que les standards chinois sont de plus en plus dominants en Russie. Il y a chaque fois plus, la Russie sait qu'elle ne tendra pas
les gaz aux Européens, il faut chercher un autre client. Il n'y a que la Chine qui peut l'être, même si les travaux en infrastructure sont énormes. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle guerre froide. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle confrontation frontale avec une alliance russe-chinoise. C'est pour ça qu'il faut garder une position équilibrée. Il faut dire que la Russie représente une menace. Oui, je l'ai dit pendant mon hearing au Parlement européen, les gens, quelques-uns étaient scandalisés, mais évidemment c'est une menace. Pas pour les gens qui habitent en Lisbonne, hein. Ils ne ressentent pas la Russie comme une menace, mais si vous étiez en Lituanie ou en Estonie, sans doute. Hein. Il y a des chasseurs, des chars espagnols déployés dans ces pays baltes. Qu'est-ce qu'ils font là? Si la Russie, ce n'était pas une menace potentielle, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont y allés dans le cadre de l'OTAN, parce que oui, c'est à la fois une menace, un partenaire avec quelqu'un. Il faut essayer de répondre à ces provocations, défendre sans concession l'opposition, mais être prêt à coopérer sur des sujets d'intérêt commun. Les vaccins Sputnik, c'est un sujet d'intérêt commun. À Moscou, j'ai dit que quelques-uns se sont scandalisés que bienvenue soit les Sputnik. Si cette vaccin russe passe le contrôle de l'Agence européenne des médicaments, très bien. On est dans une shortage de vaccins. S'il y a quelqu'un qui peut apporter un de plus, et ça marche, et il y a des gens qui sont là pour certifier que ça marche, c'est très bien. Pour l'instant, on ne s'est pas encore homologué. Et malgré cela, il y a certains pays européens qui se sont lancés sur ces vaccins parce qu'ils en ont besoin. Si l'agence donne le feu vert, pourquoi est-ce qu'il y aurait un a priori contre? Non, c'est très bien. D'ailleurs, la Russie, malheureusement, pour elle, n'a pas la capacité industrielle de produire ces vaccins à grande échelle. Elle en exporte parce qu'elle ne l'utilise pas pour vacciner ses citoyens. Il y a très peu de Russes qui se sont fait vacciner. Mais pour nous, s'il y a une offre fiable du point de vue sanitaire, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas l'accepter. Bien, merci infiniment. Je dois dire que je serais très tenté personnellement de vous poser des questions sur ce sujet, mais nous sommes obligés de continuer. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui même, M. Blinken, Anthony Blinken et M. Austin sont à Bruxelles, semble-t-il. Mais bon, on ne peut pas parler de tout et de l'actualité immédiate. On verra peut-être à la fin s'il y a des questions sur ce sujet. Et là, je vais passer la parole à Claude-France Arnoux. Comme je vous le disais, elle a fait toute sa carrière au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, et une grande spécialiste des questions européennes. Elle a rejoint l'IFRI comme conseiller pour les questions européennes. Et donc, elle va vous interroger sur l'autonomie stratégique. Je voudrais juste rappeler peut-être à nos auditeurs qui ne le savent pas tous, mais parmi vos responsabilités qui sont en fait assez nombreuses, il y en a une qui est opérationnelle, puisque vous êtes le patron en fait, de l'Agence européenne de défense. Donc c'est peut-être bon de le rappeler au passage. Sur ce, je passe la parole à Claude-France Arnoux. Merci beaucoup. Donc, monsieur le haut représentant, je ne le rappelle pas, vous avez beaucoup parlé et vous avez d'ailleurs écrit un texte très intéressant dans le cadre de l'IFRI sur l'autonomie stratégique, avec ce à quoi je crois nous rallions tous très volontiers, c'est-à-dire que certains considèrent l'autonomie stratégique, je cite, comme une chimère, d'autres y voient un impératif politique, et vous choisissez d'éviter la querelle idéologique et de donner à ces mots un contenu concret. Comme vient de le rappeler le président, comme vient de le rappeler Thierry de Montbrial, vous êtes, en même temps que vous êtes vice-président et haut représentant, head, enfin, vous dirigez l'Agence européenne de défense. Pour être tout à fait honnête, moi j'en ai été le directeur exécutif pendant 4 ans, sous vos 2 prédécesseurs. Et donc, vous avez... Vous en savez beaucoup plus que moi, alors. Oui, mais il faut que ça change. Donc, en fait, vous avez plus de possibilités que ce que moi j'ai pu faire dans les années de 2011 à 2015. Et vous avez là un outil qui a un énorme impact dans le traité.
le traité lui donne un rôle très important. Et il a effectivement l'atout d'être à la fois relié aux États membres, puisqu'il peut capitaliser dans ce que font les États membres, dans la ligne de ce que vous disiez tout à l'heure, et en même temps de pouvoir jouer sur une synergie avec les moyens européens. Donc, ce n'est pas par modestie que je vous dis que non, finalement, j'en sais pas grand-chose. C'est que je pense que le paysage aujourd'hui n'est pas du tout le même que ce qu'il était quand je l'ai bien connu, c'est-à-dire de 2011 à 2015. Vous en êtes le chef, vous avez cet objectif, on sent très fortement qui vous mobilise tout à fait. Deuxièmement, on a développé entre-temps des outils dans le cadre communautaire, donc que je ne vais pas énumérer, que vous connaissez mieux que moi, le Fonds de défense, et on a en même temps Horizon 2020, il y a le programme spatial. Comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas beaucoup d'argent comparé d'une part aux budgets nationaux, d'autre part, a fortiori, au budget des grandes puissances compétitrices. Enfin, il y a un début d'instruments communautaires. Et pour autant, il faut savoir comment on va aboutir à des vrais programmes, à un vrai changement sur le plan technologique. Vous avez évoqué le fait que nous sommes en train de perdre notre rang sur le plan technologique en même temps qu'on a ce besoin d'autonomie stratégique. Et donc de voir comment vous pouvez utiliser l'agence dans un moment qui en effet me paraît beaucoup plus propice qu'avant. Moi, j'ai fait du pooling and sharing. Enfin, à dire vrai, ça n'est pas grand-chose, mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire de concret et d'utile à l'époque. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour faire plus? Et si je vous dis ça, ce n'est pas seulement par tropisme personnel, c'est ce qui me frappe beaucoup, le décalage entre le traité, l'opportunité du moment et la nécessité du moment, et puis le fait que dans beaucoup de documents, dans beaucoup de capitales, elle soit un peu oubliée, l'outil soit un peu oublié ou réduit à la recherche et à la technologie. Mais c'est plus que ça. Et alors, dernier point, on est en train de déterminer notre avenir avec le système de combat aérien, avec la même chose dans le domaine naval ou maritime. Ça se passe entre les États et on sait à quel point une dynamique entre États peut être difficile s'il n'y a pas un relais. Deuxième point que je voudrais plus rapidement mentionner, toujours dans ce domaine de l'autonomie stratégique, comment voyez-vous, notamment avec votre formation scientifique, l'équilibre que l'on peut trouver dans cette autonomie ou dans cette indépendance stratégique? Comment est-ce qu'on peut arriver à une progression réaliste dans la non-dépendance et quel est l'équilibre? Évidemment, il n'y a pas d'autonomie absolue, d'autonomie stratégique. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à cet équilibre, sachant que vous avez parlé de culture stratégique, on n'a pas tout à fait la même vision d'un État membre à l'autre de ce qu'est une dépendance acceptable, notamment vis-à-vis des États-Unis. Alors, évidemment, ça mène à une question que vous traiterez certainement dans la troisième partie de la discussion, c'est comment les États-Unis voient-ils cette autonomie stratégique? Et dernière question que je voudrais ajouter, vous avez parlé de l'importance pour vous de la boussole stratégique. Il y a notamment 2 piliers sur la résilience et sur les capacités. Il y a une lettre autour de la présidence portugaise qui a été adressée à la Commission qui dit tout ce qui est espéré au titre de la résilience. Donc, comment est-ce que la boussole peut concrètement apporter des briques utiles pour travailler sur l'autonomie stratégique? Merci, madame. Avec l'autonomie stratégique, il nous arrive la même chose qu'avec la commission géopolitique. C'est des mots qui veulent dire des choses différentes pour les uns et pour les autres. Et il y a toute une bataille des mots. Certains disent l'autonomie stratégique, oui. D'autres disent non, il faut parler de souveraineté. Mais moi, comme vous dites, je suis un ingénieur de formation. Je me perds dans ces débats théologiques. Je voudrais savoir à la fin qu'est-ce qui se passe à la fin. Quel est l'output du processus? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, la première chose à dire, c'est qu'il y a au moins la moitié de l'Europe, les États membres,
qui n'aiment pas le concept d'autonomie stratégique. J'ai pu le voir dans les débats. Vous savez que j'ai l'honneur et la responsabilité de participer au débat du Conseil européen. Et ça m'a appris, aussi avec le débat avec les ministres de la Défense, qu'il y a des pays qui disent autonomie par rapport à qui? Qu'on est autonome par rapport à quelqu'un. On n'est pas autonome tout seul. On est autonome par rapport aux autres. Et qui sont les autres? Et les autres sont les États-Unis. Certains pensent. Et il y en a qui disent, non, mais pourquoi je devrais être autonome vis-à-vis des États-Unis? Au contraire. Qu'est-ce que c'est que le contraire de l'autonomie? La dépendance. Vous ne voulez pas être autonome, alors ça veut dire que vous voulez être dépendant. Et non, ça veut dire qu'ils pensent que pour eux, sa défense, elle est beaucoup plus assurée par une alliance étroite avec les États-Unis que par un outil européen. Parlons franchement. Et avec l'expérience historique de certains pays, 39, etc., on comprend bien. On comprend bien qu'ils disent si j'ai un problème, quelqu'un doit venir m'aider. Et je ne pense pas que ça sera les Madrilènes d'une façon prioritaire. Et c'est ça qui est au cœur du problème, c'est que la volonté, le désir, la sensation, le besoin de devenir une puissance autonome n'est pas la même à Paris qu'à Riga, ou à Berlin qu'à Rome, à Lisbonne qu'Athènes. Et c'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut bâtir une compréhension commune de menaces auxquelles nous faisons face. Aux États-Unis, si vous habitez à Alaska ou à Miami, vous savez très bien quelles sont vos menaces. En Europe, si vous habitez à Cadix ou à Riga, vous n'avez pas la même sensation de qui vous menace, comment. Donc, c'est pour ça que c'est très important de développer une tâche très politique pour aborder la question de la défense européenne et de quelle façon on veut la développer. Et moi, ça me tient très à cœur. Je me sens très engagé dans les questions de la sécurité et la défense européenne, parce que même si les outils économiques sont très importants, ils ne seront pas suffisants. Il faut les développer, il faut les utiliser en tant que levier, nos outils économiques, pour augmenter notre autonomie stratégique. Et d'ailleurs, quand je parle d'autonomie stratégique, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes peut-être un dangereux autarkiste. Parlez plutôt de open strategic autonomy pour montrer que vous n'êtes pas contre d'être tellement autonome que vous reniez du libre-échange, vous reniez du développement commercial. Non, 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 pas du tout. Évidemment, il faut tisser des liens commerciaux, mais pas au point de perdre notre autonomie, de devenir dépendant. On l'a vu avec un outil aussi humble et insignifiant comme une masque en tissu. Donc, d'un côté, la dépendance par rapport aux États-Unis, les piliers européens de l'OTAN, tout ce que vous connaissez très bien, et de l'autre côté, la projection, disons, commerciale, autonomie, ça veut dire fermer pour devenir autonome, je n'ai pas besoin de vous, j'ai produit tout ce qu'il me faut. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est aussi le besoin d'être capable de faire face à une situation critique par vos propres moyens. Il ne faut pas devenir protectionniste, mais il faut être capable de se protéger. Et dans certains domaines, on a perdu, et on l'a vu avec le Covid, la capacité de nous protéger. Et puis, il y a aussi la grosse différence d'approche par rapport à la défense entre, disons, l'approche française, si je peux simplifier, de dire, bon, il faut être opérationnel. Il faut être capable de mobiliser des troupes sur le terrain, pour parler franchement. Il faut être capable d'avoir une capacité d'intervention. Et l'approche plutôt allemande qui dit non, il faut avoir des capacités, il faut optimiser nos capacités, il faut éviter les doublements, il faut éviter les redondances, il faut faire ça d'une façon cohérente
mais restons dans le domaine des capacités, pas dans le domaine de la opérabilité. Et ça aussi, c'est la conséquence de notre histoire. À mon avis, si l'Europe veut devenir un global, peux-je dire power, global power, ou je dois dire tout simplement actor ou player? Non. Si on veut devenir un global power, c'est comme les anglo-saxons le disent, il faut se doter d'une capacité de défense à l'auteur de notre poids économique et démographique. Démographique déclinante, économique importante, mais lui aussi déclinant, en termes proportionnels par rapport au développement des grands pays continents comme la Chine. Je ne pense pas que les Américains soient en mesure de nous en vouloir. Au contraire, ils devraient vouloir une Europe forte. Un bon partenaire, c'est un partenaire fort. Et d'ailleurs, si Trump avait raison en quelque chose, c'est de dire qu'en dehors des cas français et anglais, britanniques, maintenant ils sont dehors, les Européens, nous ne prenons pas sérieusement nos défenses. Et il faut apprendre aux citoyens européens que dans le monde où nous vivons, il faut avoir une capacité propre et ne pas attendre de vivre sous les parapluies protecteurs d'une autre puissance. Et ça commence par l'industrie, ça commence par la technologie. Notre effort de défense est faible globalement. Nous avons des équipements tellement divers, des capacités impossibles de consolider. Ça implique un gaspillage de ressources phénoménal et une faiblesse stratégique majeure. Donc, il faut organiser nos capacités industrielles, nos capacités opérationnelles, de façon à éviter les duplicités. C'est ça que l'Agence européenne de défense doit piloter. Mais je suis d'accord avec vous, madame, sur le fait que les traités, quand ils décrivent ce qu'on attend de l'Agence européenne de la défense, elle est au traité. Il était beaucoup plus ambitieux de ce qu'on a été capable de faire. Et là aussi, il y a les batailles de pouvoir entre la Commission, les États membres, le Conseil. L'Agence européenne de la défense n'a pas de ressources financières. Elle peut faire des plans stratégiques pour essayer d'orienter l'industrie et les capacités opérationnelles de la défense d'un côté et de l'autre, mais elle n'a pas les leviers financiers. Avec le Fonds européen de la défense, qui gère mon ami le commissaire français Breton, la Commission s'est dotée d'un fonds. Alors d'un côté, on a l'Agence européenne de la défense qui fait de la planification stratégique, mais il n'a pas de ressources. Et de l'autre côté, on a des instruments communautaires qui ont des ressources, mais qui n'ont pas le mandat de faire la tâche que les traités donnent à l'Agence européenne de la défense. Ça veut dire qu'il faut travailler, encore une fois, ensemble, en mettant des efforts des institutions différentes qui obéissent à des orientations politiques différentes aussi. Et c'est un dossier difficile. J'accepte votre critique implicite. Il faut développer plus, il faut faire que l'Agence européenne de la défense soit beaucoup plus en charge. Et le moment actuel n'est pas le moment de 2011, quand elle a été créée. Et je ferai de mon mieux pour lui donner tout l'élan nécessaire pour faire sa tâche. Une tâche difficile. On a PESCO aussi. Il faut faire que les projets PESCO soient beaucoup plus opérationnels. Et plus comme maintenant, ils le sont, en rapport avec les ressources financières du Fonds européen de la défense. Attention, là aussi, il va y avoir une restriction budgétaire sur la dépense militaire. Il ne faut pas que ça se fasse comme c'est produit à la crise de l'euro, où tout le monde a coupé aveuglément, sans tenir compte de quel était le résultat d'ensemble de toutes les coupes que chaque État a fait dans son arbre des instruments militaires. Il faut faire ça d'une façon coordonnée, de façon que les résultats ne soient pas encore plus d'efforts. Il y aura des difficultés budgétaires, sans doute,
C'est une occasion pour accélérer la rationalisation de nos équipements, de nos armées européennes, et consolider les secteurs d'une façon plus économe à la fin. On pourrait être beaucoup plus efficace en dépensant moins si on dépensait d'une façon beaucoup plus coordonnée. Mais chacun est maître chez soi et c'est difficile d'organiser les investissements en défense de 27 pays différents quand il y a ces rapports aussi différents par rapport au rapport aux États-Unis. Et chaque fois que je dis le mot autonomie stratégique, il y a quelqu'un qui lève son doigt et dit « Ah oui, alors quoi l'OTAN » Ben, quoi l'OTAN? Rien. C'est pas contre l'OTAN. Mais ce n'est pas si facile de convaincre tout le monde. Hein. Mais la réalité, c'est qu'une Europe plus capable de prendre dans ses mains ses responsabilités de défense locale, parce qu'il y a des endroits où l'OTAN ne viendra pas. Vous voyez, l'OTAN s'est déployée au Niger ou au Tchad, ou non, vraiment, je ne vois pas. Et si par malheur on devait à nouveau faire face à des problèmes comme nous avons eu dans le passé au Balkan ou en Libye, il faudrait que les Européens soient capables d'agir d'accord avec ses responsabilités territoriales. Et je pense que la nouvelle administration américaine va les comprendre mieux, qu'elle adopte une attitude beaucoup plus amicale et constructive que la précédente. Bien, merci infiniment. Et je crois que ceci fait la transition toute naturelle avec la troisième séquence avant de passer aux questions, c'est-à-dire la relation transatlantique. Et je vais passer dans une seconde la parole à Laurence Nardon, qui est la responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Mais juste un mot avant de lui passer la parole. Vous venez de dire que vos interlocuteurs au Conseil européen souvent disaient autonomie par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport aux États-Unis. Alors c'est justement la question, parce que nos amis américains qui sont redevenus gentils n'en sont pas moins très fermes. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est faire une nouvelle alliance qui soit dirigée contre qui? Contre la Chine, la Russie et peut-être tous les pays qui ont le malheur d'être non démocratiques et de ne pas être non démocratiques et pencher quand même du côté américain. On en connaît un certain nombre. Mais je pense en particulier, et là peut-être vous pourriez dire aussi un mot sur la Turquie au passage, qui fait partie de l'OTAN. Toujours est-il que si les États-Unis veulent tous nous entraîner dans une alliance fondamentalement dirigée contre la Chine et contre la Russie, nous accroîtrons notre dépendance, qui sera une dépendance politique, pas seulement militaire, et qui serait une dépendance politique et économique. C'est quelque chose qui pourrait transformer notre trajectoire dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent. Donc c'est un véritable enjeu. Et tout le monde n'est pas obligé de partager la manière dont je pose cette question, mais et je vais donc passer la parole à Laurence, et après quoi nous allons vous écouter encore avec beaucoup d'intérêt. Laurence. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis très honorée de pouvoir poser des questions au représentant Josep Borrell. Merci beaucoup. Je ne suis pas avec vous parce que je suis qu'à contact, mais tout va bien. Alors, les questions sur la relation transatlantique. Alors déjà, je remercie Claude France parce qu'elle vous a fait répondre à ma première question qui portait sur la réaction américaine aux velléités européennes de développer une autonomie stratégique. Mais il m'en reste quand même deux que je vous pose maintenant. La première question, c'est sur la confiance transatlantique. Parce que, comme Thierry de Montbrial vient de le dire, les États-Unis sont redevenus gentils, entre guillemets, avec une administration très europhile, constructive, chaleureuse, etc. Néanmoins, il reste des disputes commerciales nombreuses et on sait bien, et c'est tout à fait normal, que les États-Unis ne vont pas nous faire des cadeaux comme ça sans
en négligeant leur intérêt national, c'est tout à fait normal. Il y a également le risque qu'un républicain revienne à la Maison-Blanche en 2024. Et donc, après les années de Trump, de méfiance vraiment, d'une présidence américaine qui était opposée par principe à notre projet de construction européenne, parce que c'était une présidence nationaliste, et donc elle s'opposait à notre projet supranational, est-ce que nous pouvons refaire confiance à l'allié américain? Quelles sont les dispositions des hauts responsables de l'Union européenne sur cette question? Est-ce que nous avons peut-être aussi une responsabilité dans notre attitude pour nous aussi susciter une confiance durable de la part des Américains, parce que nous ne sommes pas juste des acteurs, des spectateurs passifs, nous sommes aussi actifs dans cette relation transatlantique. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et puis, deuxième question, ça, Thierry aussi en a parlé, les États-Unis, même sous Biden aujourd'hui, semblent nous demander de nous aligner avec eux dans cette redéfinition du monde le long d'un axe sino-américain, alors que nous, en Europe, on voudrait évidemment constituer un troisième pôle dans une sorte de triangle international. Ce ne serait pas un duopole, mais quelque chose de plus multipolaire. Les États-Unis nous demandent encore plus que sous Trump de les suivre sur le refus de la 5G chinoise. Comment pouvons-nous, en Europe, devenir un pôle dans ce nouveau monde sino-américain? Voilà, je m'arrête là. Merci. Je ne sais pas comment, mais je suis convaincu qu'il le faut. L'Europe doit devenir un pôle. Nous sommes dans un monde très peu multidimensionnel et très multipolaire. Et l'Europe doit devenir un pôle. Sinon, il sera mis à côté dans la grande confrontation chino-américaine. Enfin, il ne faut pas être un spécialiste en Thucydides, et certainement, je ne le suis pas, pour savoir que le monde de demain et d'après-demain va être déterminé par la question la plus délicate que vous soulevez, c'est-à-dire la relation entre les États-Unis et la Chine. C'est écrit dans les grandes lignes de l'histoire. Quel est le rôle de l'Europe là? Je pense que dans cette confrontation peut évoluer de manière très différente. Mais il va y avoir une confrontation. Il y a d'abord une confrontation en termes de valeurs. Les systèmes politiques ne sont pas du tout les mêmes. Et nous, évidemment, nous sommes aux côtés des États-Unis. La démocratie américaine a beaucoup de problèmes, la nôtre aussi d'ailleurs, mais on est dans un système politique radicalement différent du système chinois. Et attention, il semble que les Chinois vont se radicaliser dans ces différents genres. Mais nous n'avons pas nécessairement toujours les mêmes intérêts que les États-Unis dans nos rapports avec la Chine. Parce que nous avons des spécialisations différentes de nos économies et de la nature de nos échanges. C'est un fait. Et ils le savent très bien. Et ils s'agissent d'accord avec ces intérêts parce que c'est normal. Donc, je pense qu'il faut maintenir des liens étroits avec les États-Unis, comme d'ailleurs nous avons commencé à le faire sous Trump. J'avais lancé un dialogue stratégique avec Mike Pompeo vis-à-vis de la Chine. Mais il faudra veiller à préserver nos intérêts dans notre relation avec la Chine. Je ne pense pas qu'il faille s'embarquer dans un découplage, dans une nouvelle guerre froide. Et je ne pense pas que ce soit non plus le projet de Biden. Je n'ai pas entendu parler de ça. Et je pense que c'est indispensable pour nous, comme pour les États-Unis, de coopérer avec la Chine. Si on veut avoir une chance de surmonter la crise écologique, et particulièrement les changements climatiques. C'est inimaginable qu'on puisse surmonter ces grands problèmes existentiels
si vraiment est-il un problème existentiel comme il est, de faire ça sans une étroite coopération avec la Chine. Nous sommes multilatéralistes par ADN, comme on dit, non? On dit toujours que c'est le faible qui demande d'être multilatéral, parce que c'est la façon d'équilibrer les rapports de force. Bon, d'accord, nous sommes sortis de la guerre mondiale affaiblis. Nous avons développé une approche basée, comme je disais avant, sur le commerce et le droit. Et nous voulons développer un cadre multilatéral rénové, conforme à nos valeurs, de sorte que cette rivalité entre les États-Unis et la Chine ne dérape pas et qu'il puisse être régulée d'une façon pacifique. Parce que cette rivalité, elle va exister. Ils disent que c'est une rivalité militaire. Écoutez, pour l'instant, la puissance militaire de la Chine, c'est 10 fois plus petite que celle des États-Unis. La Chine, c'est une menace, disent certains agents américains. Pour l'instant, la Chine n'a pas déployé plusieurs porte-avions en face de côte américaine, comme les Américains l'ont fait en face de côte chinoise. Il faut réguler cette confrontation de façon pacifique à travers des processus politiques auxquels nous, Européens, nous soyons étroitement associés en tant que pôle autonome. Parce que, comme je disais, ça serait idiot de ne pas reconnaître qu'on n'a pas les mêmes intérêts, même si on partage les mêmes valeurs. Et ça va être les grands chantiers du monde qui vient. Et je suis préoccupé parce que la réaction chinoise aux sanctions pour le sujet des Ouïghours et Hong Kong a été très forte. Et il faudrait essayer d'éviter qu'il se forge une sorte d'alliance d'autocratie en face des alliances de démocratie. Il y a sans doute un duopole politique, on va y aller vers un duopole géopolitique, utilisant les mots clés, un duopole géopolitique qui va être basé sur la compétition technologique. Et là, je dois le dire, j'ai bien peur. Les Chinois ont perdu la première révolution industrielle. Ils le savent très bien. Ils ont gravé ça dans son esprit. Ils ont été humiliés parce que la machine à vapeur, c'était une invention occidentale. Et ils sont décidés à gagner les révolutions industrielles du futur. Ils y investissent massivement. Ils sont très conscients que la force vient de la capacité technologique. Ça a été toujours comme ça. Les guerres, on les gagne ou on les perd en fonction de la technologie que vous avez. Et les Américains aussi, ils ont ces priorités internes. Les États-Unis, c'est un pays cartelé avec ses divisions sociales et politiques beaucoup plus fortes que celles que nous avons en Europe. Ils ont des infrastructures dégradées, absolument. C'est un pays avec beaucoup de problèmes internes. Et le président Biden, il va y consacrer beaucoup de ressources. Enfin, je venais de lire à Larry Summers en disant que son plan d'expansion économique était trop fort et très dangereux du point de vue des équilibres macroéconomiques. Je ne sais pas, mais peut-être il a raison. Mais en tout cas, c'est évident que les États-Unis ont des problèmes internes auxquels ils vont dédier beaucoup de leurs efforts, beaucoup de ces ressources. Ils vont être très réticents à l'égard de tout engagement significatif lointain. Et c'est normal. Donc, nos rapports avec les États-Unis, il faut les poser, comme j'ai dit, pas comme c'est une question de méfiance, mais Trump a eu un avantage. Trump a réveillé les Européens. Un certain nombre des Européens étaient tellement bien, tellement confortables sous les parapluies protecteurs américains qu'il a fallu qu'ils se rendent compte que les parapluies pouvaient très bien se fermer et ne pas s'ouvrir au prochain orage. Je pense que c'était la chancelière Merkel qui a dit en écoutant Trump au sommet de l'OTAN, « Ah, maintenant, il faut que les Européens, nous prenions nos destins dans nos mains. » Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos aux États-Unis. Au contraire, nous sommes des like-minded countries. Non? Cette expression très américaine est très importante. Et je me sens très like-minded countries, ou très like-minded people quand je parle avec Blinken.
avec qui d'ailleurs je peux le faire en français. Ce n'est pas une expression diplomatique creuse. Non, avec cette administration-là, nous pouvons voir le monde de la même façon. Dans les sujets climatiques, dans les sujets technologiques, nous pouvons bâtir des alliances qui empêchent que ces duopoles géopolitiques deviennent une nouvelle confrontation très dangereuse. Très dangereuse. Il y a des disputes commerciales. Je pense que ce n'est pas parce qu'on peut imaginer qu'en 2024, il y aura un président républicain nouveau qu'il faut qu'on reste sur nos gardes. Au contraire, il faut essayer de résoudre ces différents commerciaux qui ont été le résultat d'une attitude très peu amicale du président Trump, qui a weaponized, non? C'est pas comme on dit en français, qui a weaponized, qui a converti dans une arme de tous les éléments de la politique commerciale. Mais le fait qu'avec Biden on soit dans un très bon rapport ne devrait pas nous faire endormir à nouveau. Trump nous a réveillés, il ne faudrait pas se rendormir à nouveau. Oui, je pense que vraiment les Américains apprécieraient beaucoup une Europe plus capable de faire face à son destin, même si ça demande faire des transactions, que ça ne soit pas un rapport d'obéissance, de dépendance, comme je disais avant, on est autonome par rapport à qui, et c'est ça la clé de la question. Et c'est par rapport à la Chine qu'il faudra définir les termes de cette autonomie, qui ne veut pas dire un rapport divergent, mais coopératif sur la base, j'insiste, de valeurs que nous partageons. Et on est très différents. Quand vous êtes un système démocratique avec la concurrence entre partis politiques, avec toutes les critiques que le système peut soulever, on est très différents quand vous êtes dans le même système de partis uniques, avec tout ce que ça représente du point de vue de la limitation des droits et des libertés, de l'accès à l'information. Mais on ne peut pas espérer que nous allons changer la Chine. On l'avait espéré. Quand la Chine est entrée dans l'OMC, je me rappelle, on avait dit, le doux commerce va faire que la Chine va s'engager dans le monde. La prospérité économique va faire développer en Chine une nouvelle classe moyenne qui va demander des droits et des libertés à l'occidental. Et il va y avoir une convergence des systèmes politiques. Ça ce n'est pas produit. Et je ne pense pas que ça aille se produire dans le futur immédiat. Et la Chine a abandonné son système d'augmenter son pouvoir économique sans faire du bruit. Maintenant, elle est prête à faire du bruit. Et par rapport à Hong Kong, par rapport à Taïwan, par rapport aux Ouïghours, elle est un peu dans la même attitude que la Russie, non? Ne vous mêlez pas de nos affaires internes. Ne me donnez pas de leçons. Je vois les dialogues entre les dirigeants chinois et européens, et ça, pour eux, c'est très clair. Ne soyez pas des donneurs de leçons. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe chez vous, et vous aussi, vous êtes à être critiqué. Et très bien, évidemment, on a des raisons à être critiqués, mais nos systèmes politiques sont très différents, nos systèmes économiques aussi, Et il faut dire que dans des moments de détresse, le commandement unifié d'une économie contrôlée, hyper contrôlée comme l'économie chinoise, peut donner des résultats plus performants au court terme. La grande question, c'est la bataille technologique. Pour moi, c'est la grande question. Et j'ai bien peur que dans les dernières années, les Européens, nous avons perdu du terrain. Les Américains aussi. La question du 5G n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question de sécurité, oui, sans doute, mais pas seulement. C'est une question aussi de retard technologique. Enfin, je pense qu'avec ça, il est assez dit. Oui, c'est un sujet immensément riche. Juste, on a pris du retard. Je vais passer la parole à Thomas Gomard dans un instant parce qu'il y a pas mal de questions. Mais est-ce que vous pouvez tout de même dire un mot sur la Turquie? Parce qu'on ne peut pas ne rien dire sur la Turquie. Vous savez, j'ai passé 7 ans et demi
en essayant de faire deux choses. Et je suis content d'avoir réussi. Permettez-moi de mettre en valeur mon travail. La première, c'est d'éviter que l'accord nucléaire avec l'Iran naufrage définitivement. Garder vivant l'accord nucléaire avec l'Iran malgré les retraits américains. Et on a réussi à ça. Je suis le coordinateur du board du JPOA et malgré tout, on a réussi à garder ça vivant. La deuxième chose, c'est de garder des bridges, garder des ponts avec la Turquie, malgré tous les problèmes qu'on a eus avec Chypre, avec le drilling dans les eaux grecques et chypriotes, malgré tous les problèmes de migration. Je sais qu'il faut garder avec la Turquie un rapport coopératif. Parce que c'est un grand voisin, on a des dépendances, on a des rapports, il faut essayer de coopérer tout en défendant nos intérêts et surtout de ces pays qui sont dans ces frontières. Et heureusement, on a réussi à ne pas casser tout, même si l'été dernier, les choses étaient vraiment dans une situation dangereuse, avec des bateaux de guerre français et turcs en faisant d'acrobaties les uns en face des autres. Et maintenant, il y a eu une fenêtre d'opportunité. Et cette fenêtre d'opportunité a été ouverte. J'en suis très content. Il faut la garder ouverte, malgré l'incident diplomatique de ces derniers jours. Il faut les prendre à sa juste mesure. Et surtout, ne pas les mêler avec des questions qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec, comme les questions d'égalité des genres que quelqu'un mette sur la table. Et oui, il faut continuer à explorer les possibilités des accords coopératifs avec la Turquie, tout en défendant, comme j'ai dit, pas seulement les intérêts, l'intégrité territoriale des pays limitrophes de la Turquie, et en sachant que aussi la Turquie est dans une dérive autoritaire qui ne répond pas exactement aux valeurs que nous attendons d'un pays candidat. Bien, merci Joseph. Alors maintenant, nous allons aborder la dernière partie. Juste techniquement, on peut déborder de quelques minutes? Oui. Combien 10 minutes? On peut. Ça vous va, 10 minutes de plus? Ah oui, j'avais gardé des temps extra parce que je sais qu'on déborde toujours dans ces rencontres. Voilà, donc on va déborder un petit peu, ce qui va nous laisser quand même une vingtaine de minutes pour la discussion. J'ai vu apparaître pas mal de questions. C'est donc Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, qui va animer cette séquence. Thomas, vous avez la parole. Merci Thierry, merci monsieur le représentant. Alors j'ai réuni les questions qui vous ont été posées directement en 4 points et puis si le temps nous le permet, j'ajouterai une 5e question. Les premières questions, vous en avez beaucoup parlé, portent sur le triangle entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et donc je vais aller droit au but sur une question. Quel avenir voyez-vous pour l'accord d'investissement signé au mois de décembre? Il y a un certain nombre de questions qui, en fait, s'interrogent sur l'opportunité de cet accord, en particulier face au raidissement diplomatique de la Chine. Deuxième série de questions liées à la notion d'Indo-Pacifique. On l'a abordé là aussi indirectement, à la fois dans les relations avec la Chine et avec les États-Unis. Au fond, quelle devrait être la position de l'Union européenne en cas d'incident naval majeur dans le détroit de Taïwan? Troisième série de questions, vous en avez déjà parlé, mais je vais aller un peu plus loin sur les questions technologiques. Nous avons une question sur vos attentes à l'égard du Conseil conjoint pour le commerce et technologique entre l'Union européenne et les États-Unis. Qu'en attendez-vous? Et de manière plus large, il y a des questions… Pardon, je n'ai pas compris, le Conseil… Le EU-US Trade and Technological Council. Qu'est-ce que vous en attendez? Et également le lien que vous pouvez faire entre transfert technologique et alliance militaire. Pour le dire autrement, pensez-vous qu'on puisse envisager la suite des transferts technologiques indépendamment des alliances militaires?
ce qui pose la question des transferts de technologies à venir éventuels entre la Chine et l'Europe. Quatrième série de questions sur le voisinage et l'évolution du partenariat oriental. Vous avez dit quelques mots sur l'Ukraine, mais nous avons des questions sur la Biélorussie et également sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Comment voyez-vous les choses après la guerre que nous avons connue au Caucase? Et puis, dernière série de questions sur vos attentes par rapport au SEAE, à la fois sur les retours d'expérience que vous pouvez tirer de l'épisode à Moscou et de l'épisode en Turquie. Quel est au fond le degré de préparation qui est attendu du SEAE pour les déplacements diplomatiques? Et puis une question également sur la communication stratégique du SEAE et plus largement de l'Union européenne. Comment au fond essayer de contrecarrer les campagnes de désinformation que vous avez mentionnées? Est-ce que pour ce faire, il faut soi-même être dans une logique plus offensive vis-à-vis d'acteurs comme la Russie ou la Turquie? Voilà la manière de synthétiser très, très rapidement les questions qui vous ont été posées par les participants à cette conférence. C'est pas mal, hein? Et vous avez l'intention de répondre tout ça en 10 minutes. 11. 11, bah, si c'est 11, alors pas de problème. Hein. Je ferai mon mieux. L'accord d'investissement, il a été très critiqué. Moi, je l'ai défendu. Ce n'était pas mon affaire, je n'ai pas participé aux négociations, qui étaient une affaire de mes collègues de Trade and Economy. Il a été critiqué parce qu'on a dit « Ah oui, mais vous avez fait ça sans attendre que Biden arrive, sans vous coordonner avec les États-Unis. Vous auriez dit « Pourquoi un accord bilatéral? Les États-Unis ne nous sont pas consultés pour faire des accords avec la Chine. » Et d'ailleurs, tout ce qu'on a obtenu dans cet accord-là va être positif pour le reste. Non, cette critique-là, moi, je ne la prends pas en considération. On peut dire qu'on est allé vite. Oui, on est allé vite. Vous savez, c'est toujours pareil. Les accords de cette sorte traînent pendant des années, et puis tout d'un coup, ça accélère. Boum! Il y a un sprint, on arrive à un accord parce qu'il y a une date butoir pour la fin de l'année, la fin de la présidence allemande de l'Union, les Chinois qui sont beaucoup plus prêts à faire des concessions, peut-être parce qu'ils veulent un accord avant l'arrivée des États-Unis. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne vois rien d'anormal ni de malin, non? Mais son futur compromis, évidemment, il est compromis. Il est compromis parce que l'escalade de la tension, les sanctions chinoises vont faire que le Parlement européen ne sera pas trop chaud. Et il faudra sans doute complémenter cet accord avec d'autres outils qui fassent référence plus précise aux affaires de droit du travail, des droits humains, l'affaire du travail forcé des Ouïghours, quelque chose qui prend chaque fois plus d'importance dans les opinions publiques. Il faudrait d'ailleurs savoir à quel point il y a des entreprises européennes qui participent dans cette sorte de situation que nous critiquons beaucoup. Il faut savoir, on critique à qui, non? Il va y avoir des difficultés parlementaires, mais pour les entreprises européennes, c'est bien, parce que c'est un pas en avant dans la recherche de la réciprocité. On était un peu naïf avec la Chine. Maintenant, il faut vraiment bâtir une réciprocité. On s'ouvre, vous vous ouvrez. Et si vous ne vous ouvrez pas, nous, on se ferme. On ne s'ouvre pas autant. Je pense que c'est bien, mais incomplet. Tous les accords sont incomplets et avec des difficultés politiques qui sont arrivées plus tard. L'Indo-Pacifique, c'est la région du futur. Mon collègue, mon ami allemand vient d'écrire un très intéressant article sur l'Indo-Pacifique, sur le théâtre de l'histoire. Sauf accident majeur, pas au Taïwan, mais en Ukraine,
le théâtre de l'histoire sera en Indo-Pacifique. Et ne me demandez pas de me mettre dans une position comme celle que vous soulevez, un incident naval majeur à Taïwan, mais c'est vrai que ça peut arriver. Les grands porte-avions chinois, les fleurons de la marine chinoise se baladent à proximité de la flotte américaine et les avions de chasse chinois sont dans l'espace aérien taïwanais tous les jours. Donc, oui, l'incident peut se produire. Et ça sera une preuve de force importante, mais essayons de faire le possible pour l'éviter, plutôt que de voir qu'est-ce qu'on ferait si ça arrive. Le transfert, j'attends beaucoup de Trade and Technology Council, mais j'attendais beaucoup aussi de l'Energy Council que nous avons avec les États-Unis et qu'on a été incapable de réunir une seule fois pendant les années Trump. Maintenant, il faut le faire dans le domaine de l'énergie et il n'y avait pas de questions dans le domaine de l'énergie. Il y en avait beaucoup, mais pas la moindre volonté de s'asseoir à la même table pour en discuter. Et maintenant, il faut en discuter parce qu'on ne peut pas imaginer des transferts technologiques sans tenir compte de la dimension militaire. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Je me répète, je suis ingénieur de profession, je suis d'une certaine penchant technologique. Je pense que la technologie, permettez-moi d'être un peu marxiste, la technologie, c'est la force motrice de l'histoire. Et qu'aujourd'hui, on est dans un changement technologique majeur. Et ça a une dimension militaire totale. Donc, il faudra contrôler le transfert de technologie à l'usage militaire. Et c'est pour ça que les rapports entre l'Europe et les États-Unis pour établir une coordination étroite dans ce domaine est très important. Et il faudra s'y investir beaucoup. Le Caucase. Vous savez, il y a un certain nombre d'années, je pense que juste avant la guerre en Crimée, c'était Sarkozy, président de la France. J'avais été envoyé au Caucase comme envoyé spécial de l'OCDE, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération pour l'Europe, pour faire un rapport sur l'état des conflits gelés. Et je suis rentré en disant, espérons qu'il continue gelé. Parce que la meilleure des choses, c'est qu'il continue gelé, parce que s'il dégèle, ça va se faire de façon brutale, comme c'est arrivé. Et là encore, on me dit, qu'est-ce que vous faites les Européens? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que nous sommes prêts à déployer des troupes au Caucase, comme le Russe et le Turc? Non. Alors, la Russie et la Turquie se sont affrontés, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Syrie et en Libye, et à la fin se sont arrangés pour se partager l'influence sur la région. Ce que j'appelle le processus de astanisation. On astananise tout entre la Russie et la Turquie. D'abord, on se confronte, ensuite, on s'arrange, on partage. On partage la Syrie, on partage la Libye, on partage le Caucase. Mais le problème n'est pas résolu. Et la solution temporaire qu'on a trouvée, on ne l'a pas trouvée dans les groupes de Minsk. Ce n'est pas la France et les autres pays européens qui sont présents dans ce groupe qui ont apporté la solution. Non, c'est à Moscou, entre la Turquie et la Russie, qu'on monté l'influence dans la région. Mais le problème n'est pas résolu. Parce que le Nagorno-Karabakh continue à être une blessure ouverte entre ces deux grands pays, ces petits pays. Et l'Europe peut offrir ses bons offices, mais tout en sachant que maintenant, les maîtres du jeu, ce sont ceux qui ont déployé des troupes. Il y a 3000 soldats russes qui assurent le haut-le-feu dans les alentours du Nagorno-Karabakh et la Turquie qui a une influence décisive sur l'Azerbaïdjan. Donc, on peut offrir nos bons offices et on le fait parce qu'on a des accords importants d'association avec les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais comme le professeur de Montréal disait au début, nos capacités sont limitées.
Ensuite, l'External Action Service. L'External Action Service est une jeune créature. Un service diplomatique très jeune, il vient de fêter 10 ans. Combien de temps ont mis les grands pays européens à développer un service diplomatique à l'auteur de celui qui ont la France ou le Royaume-Uni, par exemple, ou les États-Unis. Et en plus, c'est un service diplomatique qui n'est pas au service d'un État et qui est composé par des diplomates qui viennent des États membres, chacun avec sa culture. Ça peut être un melting pot pour créer cette culture commune qui nous manque, ou ça peut être l'endroit où les cultures particulières de chaque pays se rencontrent, mais ne produisent pas des percées dans une collectivisation des esprits. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une expérience de mettre ensemble à travailler. Mon responsable pour l'Afrique, c'est un Portugais. Mon responsable pour la Russie, c'est un Allemand. Mon responsable pour la sécurité, c'est un Français. Mon directeur politique, c'est un Espagnol. Mes envoyés spéciaux sont de chacun des pays différents. C'est toute une expérience, hein, de voir comment on travaille ensemble pour bâtir une compréhension commune de la représentation diplomatique de l'Europe dans le monde. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas les 28e, maintenant que le Royaume-Uni est parti, les 28e ministère des Affaires étrangères. Non, on n'est pas ça. On est à la fois moins que ça et plus que ça. Et c'est une tâche que ça va dépendre de la volonté politique des États membres de le développer et de la capacité des gens qui sont à sa tête, en l'occurrence la mienne, de faire de mon mieux. Parce que oui, c'est important que dans chaque capitale du monde, tous les ambassadeurs de tous les États membres se réunissent pour essayer de mettre en commun une position. C'est très important. Si on veut être un acteur global, il faut que dans chaque pays, les ambassadeurs des États membres comprennent qu'ils représentent son pays, mais tous ensemble doivent essayer de représenter une vision commune. Il y a un processus dialectique centre-périphérie, les rapports que nous envoient nos délégations, la façon dont ils interactionnent avec les ambassades des États membres, toutes les méfiances, tous les égos, tous les problèmes de qui est plus important que qui se développent. Mais on a vu pendant la crise de Covid l'importance de coopérer entre nous. On a répatrié 600 000 citoyens européens qui étaient perdus dans le monde. Et on l'a fait en coordonnant les travaux de tous les États membres et nos délégations ont joué un rôle très important. Et je vois ce qui se passe en Éthiopie, mais non ce qui se passe en Birmanie ou en Venezuela chaque fois qu'il y a une crise. Et on ne devrait pas être tout simplement des pompiers devant des crises. Et c'est un travail de longue haleine. Je pourrais dire que je suis content de certains résultats et très mécontent d'autres, mais il faut donner temps au temps. J'insiste, je ne suis pas le ministre des Affaires étrangères numéro 28 avec mes ambassades à moi, parce que je ne suis pas le représentant d'un État, mais d'une coalition d'États, d'une association d'États, que chacun reste maître de sa politique étrangère. Vous rappelez-vous quand on avait une monnaie qui était commune, mais pas unique? On avait une monnaie commune, mais chaque pays gardait la sienne. Il y avait des politiques monétaires, chacun avait la sienne, en théorie au moins. Il y avait le Q, commune, mais pas unique. Ça nous a coûté combien de passer des communes, mais pas uniques, à unique, c'est-à-dire pas d'autres? Un certain nombre d'années, sur un sujet beaucoup moins sensible, très sensible, mais moins sensible que la paix ou la guerre. Donc ça va prendre du temps. L'important, c'est savoir si les Européens veulent vraiment parcourir les chemins le plus vite possible. Et là, je dois reconnaître que l'envie n'est pas la même partout.
L'envie n'est pas la même partout. Il faut être beaucoup plus offensif vis-à-vis de la désinformation, oui. Mais il ne faut pas jouer à désinformer. Si pour être agressif ou offensif, vous voulez dire que je dois créer des fermes, des trawlers à Paris ou à Berlin pour inonder des désinformations nos voisins, non. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut combattre la désinformation avec beaucoup plus de moyens. Nos adversaires, parce que comme ça, ils sont des adversaires, ils jouent comme des adversaires. Ils dédient beaucoup de ressources, très professionnelles. Des gens qui systématiquement nous bombardent avec des informations fausses. Ils sont orientés à mal former les esprits, la compréhension des citoyens, à interférer dans nos processus politiques de façon très professionnelle, systématique, quotidienne. Et on fait, mais on ne fait pas assez. On fait des rapports sur la désinformation, qu'est-ce qu'ils disent de nous. On a eu certains problèmes, certains incidents de la manière dont cette information est testée, est ciblée. On les fait. D'ailleurs, je pense que c'est le seul que le faisons. Mais il faut en faire beaucoup plus. Mais pour cela, encore une fois, il faut des moyens. Et je dois dire que dans les perspectives économiques qu'on a approuvées pour le prochain septennat, qui a déjà commencé, les politiques extérieures ont été sacrifiées. Enfin, elles n'ont pas été gâtées. Elles n'ont pas été la priorité. On peut le comprendre à cause du Covid. Mais si vraiment on veut être un acteur stratégique, il faut s'en donner les moyens. À commencer par cette bataille des idées, cette bataille de narrative, cette battle of narrative. J'ai dit ça, mon premier article en arrivant au poste, ça a été dire the battle of narrative. Il y a une bataille sur les histoires qu'on raconte. Et il faut savoir quelle sera l'histoire qui va gagner cette bataille. De quelle manière va l'Afrique se développer? Elle va se développer en suivant un modèle plus autoritaire à la chinoise ou à la russe, ou un modèle plus démocratique, plus libéral à l'européenne. Ça va dépendre. Ça va dépendre de l'histoire qu'on va leur raconter. Parce qu'à la fin de l'histoire, on a fait en racontant l'histoire. Merci. Merci infiniment. Je vais quand même laisser Thomas poser sa propre question et puis ensuite nous allons conclure. Thomas, c'était quoi votre question? C'est très, très aimable. Merci Thierry. Très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, c'était une question sur les conséquences géopolitiques du Green Deal. J'ai été très frappé, monsieur le représentant, dans votre propos introductif, vous avez indiqué que pour vous, le climat, désormais, relevait également du champ du conflit. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin, nous expliquer ce que vous aviez en tête? Je comprends bien les choses pour le cyber. Je suis, pour tout vous dire, un peu plus perplexe en ce qui concerne le climat comme relevant du champ du conflit. Ben, je ne sais pas si le président Biden pensait que 3 mois après l'arrivée à la Maison-Blanche, il allait se trouver confronté à des conflits qui grandissent. Hein. J'en ai cité 3 qui sont évidemment ouverts, hein, qui sont dangereux, avec 3 rivaux ou adversaires. Écoutez, nous avons à Bruxelles aujourd'hui le secrétaire d'État américain, avec qui d'ailleurs dans 10 minutes il faut que je rentre en vidéoconférence, accompagné du secrétaire d'État à la Défense. Ils sont venus tous les 2 à Bruxelles et ils sont venus parce que dans la frontière avec la Russie, il se passe des choses. Les Russes viennent de dire qu'ils déploient des exercices de combat pour répondre aux provocations de l'OTAN. Et le site nucléaire de Natanz vient d'être attaqué. On peut soupçonner par qui? Peut-être dans un essai de boycotter les essais que nous faisons de revitaliser l'accord nucléaire avec l'Iran. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Ils essaient de mettre des bâtons dans les roues. Donc, attention. Avec l'Iran, il faut savoir si on va
aller dans un chemin d'entente ou un chemin de confrontation. Et puis, avec la Chine multiplie les provocations à Taïwan. Elle fait savoir aux États-Unis qu'il vaut mieux qu'ils ne prennent pas trop d'intérêt dans cette question-là. Blinken vient de dire qu'ils vont donner à Taïwan les moyens de se défendre. Oui, mais ne dites pas qu'il y a 3 scénarios qui aujourd'hui sont beaucoup plus chauds qu'ils étaient il y a 3 mois. Enfin, je ne vais pas jouer les Cassandres, hein, mais il ne faut pas non plus mettre la tête sous le sable. Écoutez, pour la Russie, peut-être après mon voyage à Moscou, je l'ai compris mieux. La Russie lève le conflit mal éteint de l'espace ex-soviétique. Et quand elle veut exprimer son mauvaise humeur, elle les allume. Je pense que j'ai lu ça dans un article quelque part aujourd'hui ou hier. Non? Il y a des conflits qui ne sont pas éteints et sont faciles d'allumer. Et je vous dis, aujourd'hui, Lloyd Austin et Anthony Blinken sont tous les deux à Bruxelles. Oui, il y a un problème. Espérons que les dialogues indirects que nous sommes en train de pousser entre les Américains et les Iraniens marchent et espérons que le jeu se calme à la frontière avec la Russie et l'Ukraine. Alors, le moment est pratiquement venu de conclure, mais juste en 2 mots, quel est, dans les 15 derniers mois, et dans le cadre naturellement de vos fonctions, je n'aurais pas l'indiscrétion d'en déborder, quel est votre meilleur souvenir et votre pire souvenir? Meilleur, pour dire le meilleur, il faut en avoir eu de bons. Hein? Oui, j'en ai eu de bons. Un seul? Ben, peut-être les meilleurs souvenirs, c'est un souvenir pas du tout dramatique. C'est le travail qu'on a fait pour répatrier 600 000 Européens qui étaient perdus dans le monde. Quand on réussissait à ouvrir un aéroport fermé à l'autre bout du monde pour que plusieurs avions puissent revenir en Europe avec plusieurs milliers d'Européens dedans, et vous réussissez à convaincre un ministre pour qu'il ouvre son espace aérien, ben, on se sentait utile dans les concrets, dans des choses très, très concrètes. Et le pire? Ben, le moment le plus difficile, ça a été sans doute à Moscou, parce que j'ai un caractère un peu sulfureux, un peu volcanique. Je rentre facilement dans les débats dialectiques. Je me suis retenu pour ne pas le faire, et il paraît que c'était pas ça que les gens attendaient de moi. Bien, eh bien écoutez, c'est le mot de la fin. Moi, je voudrais vraiment de tout cœur, cher Joseph Borrell, vous remercier. Je crois que c'était extrêmement utile, cette discussion, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont regarder votre fonction, vos responsabilités avec un regard un petit peu différent, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous avez très, très bien dit, vous n'êtes pas le ministre des Affaires étrangères d'un État qui n'existe pas, et vous êtes à la fois plus et moins. J'ai bien aimé cette remarque que vous avez faite. Et je vous propose déjà que dans 6 mois, peut-être, on refasse un exercice de ce genre dans 6 mois. Et puis, entre-temps, j'espère qu'on vous aura vu aussi à la World Policy Conference. Voilà, donc merci de tout cœur. Merci, professeur de Montbrial. Merci à vous et à tous vos collaborateurs et les interlocuteurs de cet après-midi. Ça a été pour moi un plaisir d'avoir cet échange. C'est toujours un plaisir vous savez, on parle trop l'anglais et le français rouille, mais c'est un plaisir de à nouveau rappeler les temps que j'étais étudiant à Rueil-Malmaison. Et puis d'ailleurs, depuis le début, depuis tout à l'heure, j'ai le plaisir de vous dire que ça va déjà beaucoup mieux pour votre œil. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.